Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre par intérim a présidé la conférence nationale sur la population et le développement. C'était au Palais du Peuple. Et au Canada, le Canada donc élit ses députés pendant les législatives. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Demain, mardi 22 octobre, au Japon aura lieu l'intronisation du nouvel empereur Naruhito qui succède à son père Akihito qui a abdiqué en sa faveur. Cet événement d'une importance capitale pour le peuple japonais qui est rentré dans une nouvelle ère suite à l'abdication. Des centaines de délégations étrangères sont attendues et vont participer à la grande cérémonie qui va se dérouler au palais de l'empereur à Tokyo. La République de Djibouti sera officiellement représentée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Pour plus de détails sur la cérémonie d'intronisation, nous avons demandé à notre ambassadeur au Japon, Ahmed Araita, l'importance de l'intronisation du nouvel empereur ainsi que les perspectives de la coopération entre le Japon et la République de Djibouti. Cet événement qui est un événement à portée mondiale. Il est vrai que les choses se font toujours comme il se doit au Japon et ça a été préparé très minutieusement. Et il s'agit de passer d'une ère à l'autre. Et ce qui est exceptionnel, c'est que l'empereur a décidé d'abdiquer. Donc l'abdication de l'empereur donne lieu au changement d'ère. Donc on va passer de l'ère Essa à l'ère Wera. Donc c'est une ère, cela veut dire que c'est vraiment une ère de prospérité, de paix et en harmonie aussi avec la nature, comme, n'est-ce pas, est déjà basée en quelque sorte la société japonaise. Il y a une espèce d'harmonie qui, en quelque sorte, détermine le comportement de la société dans son ensemble et de tous les individus. Donc c'est le monde entier qui est attendu. Et dans le cas de Djibouti, c'est le Premier ministre Abdelkader Mohamed Kamil que nous attendons ce soir même à Tokyo. Et ça va être un événement, j'en suis certain, grandiose. Et pour les Japonais, vous qui connaissez bien le Japon par exemple, outre le changement d'air, pour eux, quelle est l'importance de ce nouvel empereur et comment il s'appelle aussi le nouveau? Donc on va passer à une nouvelle ère. Cela veut dire que c'est vraiment un ensemble de valeurs qui sont respectées, qui sont mises en relief, etc. On va passer du père, de l'empereur qui avait été intronisé en 1989. Donc 30 ans après, de son vivant, l'empereur Akihito donc, va en quelque sorte laisser la place à son fils, l'empereur Naruhito, qui a déjà pris les choses en main. Et pour le Japonais, c'est une grande première. D'habitude, il y a des périodes de deuil qui précèdent tout cela. Et là, c'est de son vivant que l'empereur vient à prendre en quelque sorte les responsabilités sous, bien sûr, le regard de toute la société, mais en même temps aussi de son père, de l'impératrice et de toute la famille qui vont l'accompagner dans cette immense responsabilité. Et les Japonais vivent cela après avoir été aussi consultés. Donc ça n'a pas été imposé, mais les Japonais ont, dans leur grande majorité, accepté que le fils, du vivant du fils, prenne les choses en main. Et sur le plan géopolitique aussi, cela se fait avec un certain nombre de changements qui interviennent là. C'est que le Japon est en train de jouer un rôle très important sur le plan international. Le Japon est l'un des pays qui compte et avec le Premier ministre Abe,
il y a une complémentarité entre la maison impériale et le gouvernement japonais qui travaille pour que le Japon soit vraiment au premier rang, comme il l'a toujours été. Également dans l'actualité, parier sur l'avenir, la femme au cœur du développement durable, tel était le thème de la séance inaugurale de la conférence sur la population et le développement qui s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple. Placé sous l'égide du ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdoun, cette conférence de haut niveau a été organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en partenariat avec l'OIM et le FNUAP. Cette conférence de haut niveau s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de la conférence internationale de la population et du développement, le CEDIP, un programme d'action révolutionnaire qui portait sur plusieurs volets, dont notamment le droit des femmes, la santé reproductive, dans les efforts nationaux et internationaux du développement économique et politique. Ainsi, cette conférence aura pour objectif de renforcer l'engagement du gouvernement de Djibouti et celui de l'ensemble des partenaires et parties prenantes pour l'instauration d'un dialogue national, voire régional, autour de la thématique globale de la population et du développement. Au cours de ces jours, plusieurs thématiques feront l'objet de discussions autour de cette conférence qui permettra de créer un espace d'échange avec les partenaires régionaux sur les meilleures politiques, stratégies et actions à entreprendre, mais aussi impulser l'engagement des décideurs politiques et le partenariat entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les parlementaires, les religieux, les organisations des femmes et des jeunes, les acteurs communautaires et les secteurs privés. Cette conférence a également vu la participation, outre des membres du gouvernement, des organisations internationales, des corps diplomatiques et de la société civile. Les deux représentantes du FNUAP et de l'OIM, mais aussi la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ont tenu à rappeler la pertinence du paradigme population et développement et sur l'importance afin de prendre en compte les questions de population dans le processus de planification pour le développement. Nous les écoutons. Aujourd'hui, nous sommes présents et appuyés par l'Union européenne dans le cadre du groupe 4 qui vise principalement à sensibiliser vous toutes et tous sur l'importance des femmes migrantes et des enfants migrants sur le territoire. Et donc nous avons la chance d'avoir professeur Michel Poulain, un éminent chercheur démographe de la Belgique, qui sera avec nous et qui nous présentera bien sûr toutes les études qui ont été entreprises sur Djibouti, sur ces problématiques, notamment la migration interne également. Je souhaiterais aussi remercier le FNUAP de nous avoir associés à cette conférence aujourd'hui. Et je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon des Nations Unies, « delivering as one », et surtout ne laisser personne derrière. Ensemble, dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies et dans le cadre de ce nouveau pacte que vous connaissez certainement, qui a été signé en décembre 2018 sur le pacte mondial sur la migration. En 1994, donc il y a 25 ans aujourd'hui, se tenait une conférence historique au Caire. La conférence internationale de la population et du développement, puisqu'il s'agit d'elle, a regroupé 179 pays qui ont adopté le programme d'action de la CIPD et ont ainsi reconnu que la santé reproductive, l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes constituaient la voie du développement durable. Alors, moi j'aimerais bien mettre là aujourd'hui sur la balance mon expérience. J'avais participé à cette conférence de 1994 en tant que cadre djiboutien. Je travaillais au bureau central de recensement et j'étais présente lorsque Djibouti a participé à différents niveaux à cette conférence. Donc, je peux dire aujourd'hui ici que Djibouti a tenu les promesses. Djibouti a tenu les promesses en mettant l'accent sur la valeur de l'engagement en faveur des femmes et des filles, à la fois comme une fin en soi et comme un moyen d'amélioration de la qualité de vie de toutes et de tous. La conférence qui nous réunit aujourd'hui est un moment d'exaltation pour nous toutes. Déjà très engagés, c'est une belle perche qui nous est tendue pour poursuivre nos efforts dans la construction de l'avenir de notre nation. Car oui, c'est un nouveau pari que cette conférence nous lance, celui de contribuer encore plus au développement national. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Depuis la première conférence de Caire en 1994 sur la population et le développement, puis toutes les réunions qui ont suivi à un intervalle de 25 ans, notre pays a pris toutes les dispositions et s'est donné le moyen nécessaire pour atteindre les objectifs de la CIPD. Et par la suite, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, a tenu à rappeler que pour mener des réflexions stratégiques permettant d'accélérer la promesse du Caire, il faut une concertation avec toutes les couches de la société pour arriver à un consensus général tourné vers une vision commune. On écoute la ministre. Il faut expliquer à la population, à travers les médias, à travers ce genre de conférences, pour dire voilà ce que le pays a fait avec vous et pour vous. C'est l'objectif principal de cette conférence. Donc faire le bilan de tout ce qui a été réalisé pour atteindre les objectifs de la CIPD. Mais pas simplement présenter un bilan, mais réfléchir sur ce bilan. Réfléchir sur ce bilan, comment pouvons-nous atteindre les objectifs et accélérer à travers des actions pertinentes pour atteindre ces objectifs. Donc c'est l'objectif de cette conférence. C'est vous présenter un bilan, réfléchir avec vous, quand je dis vous, les dirigeants, les élus, la société civile, les femmes, les jeunes et tout le monde. Donc, réfléchir avec vous sur les actions à entreprendre pour accélérer l'atteinte de ces objectifs-là. Ensuite, c'est très bien de présenter, de réfléchir, mais nous avons des engagements internationaux. Il faut qu'on aille devant ces instances internationaux et présenter ce que nous avons décidé pour aller encore plus loin. Donc, la finalité de cette conférence, c'est d'avoir une déclaration politique de Djibouti disant qu'est-ce qu'elle compte entreprendre et faire pour aller encore plus loin dans cette initiative. Et je terminerai mes propos, avant de remercier tout le monde, de dire pour que le développement, pour que Djibouti soit un coin du monde où il fait bon y vivre, nous avons besoin, certes, nous devons tous nous mobiliser, mais quand je dis tous, aucune exception, aucune personne ne doit être mise de côté. Les politiques en premier, certes, parce que nous avons le pouvoir décisionnel, les élus, parce que vous représentez le peuple, les experts, parce que, sans vouloir vous jeter des fleurs et sans vouloir dire des termes que je n'aime pas trop, mais je le dirai cette fois-ci exceptionnellement parce que vous êtes l'éminence grise, la société civile, et surtout, et vous allez le remarquer aujourd'hui dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. L'avenir vous appartient. L'avenir, c'est vous. Et nous avons besoin de vous pour que vous réfléchissiez et vous preniez la relève. Il faut tenir compte des engagements pris lors de la conférence internationale sur la population et le développement, a souligné le ministre de la Justice, également Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdoun. Plus loin, il a indiqué que le moment était venu pour que le gouvernement s'engage donc notamment dans le renforcement des actions du programme afin de réaliser les objectifs du développement durable. On l'écoute. Les tendances et les dynamiques démographiques ont toujours eu un impact considérable sur les perspectives économiques et sociales, sur la réduction de la pauvreté et par conséquent sur le développement durable. Au niveau d'une nation, ces paramètres déterminent largement le développement d'un pays ainsi que l'amélioration du niveau de vie des populations et plus particulièrement les populations les moins loties. Ces paramètres constituent un aspect essentiel du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des 17 objectifs du développement durable qui lui sont associés. C'est dans ce cadre que lors de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994, 179 gouvernements ont adopté un programme d'action révolutionnaire et ont appelé à faire des droits des femmes, de leur santé reproductive, un sujet central dans les efforts nationaux et internationaux de développement économique et politique. La République de Djibouti, partie prenante de cette conférence, a adopté depuis cette date une série de mesures importantes d'ordre institutionnel et juridique et mise en œuvre des politiques et stratégies ainsi que des programmes sectoriels qui visent à atteindre les objectifs fixés par cette conférence.
Toujours en nouvelle nationale, une réunion de haut niveau s'est tenue ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Celle-ci a été mise sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le ministère des Affaires musulmanes et des Affaires sociales et de solidarité, en réunissant les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les ambassades accréditées en République de Djibouti. En effet, les deux ministres ont tenu à remercier les représentations présentes à cet événement et ont tenu à ce qu'ils puissent être partie prenante de ce travail de plaidoyer. À cette occasion, le partenariat entre le ministère des Affaires sociales et de solidarité et le Programme alimentaire mondial a été mis en valeur autour de la stratégie nationale de protection sociale ainsi que du plan stratégique. Cette réunion, qui faisait office de plaidoyer, visait à informer sur les grands axes de la stratégie nationale de la protection sociale pour la période 2018-2022 du ministère des Affaires sociales et de solidarité, adoptée et validée en 2018 par le gouvernement djiboutien, des progrès donc réalisés ainsi que les actions futures dans le cadre de la politique nationale de protection sociale. And we have over time evolved. We have started with food assistance to refugees. Et dans son intervention, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, donc Mouna Ousmane Aden, a précisé que cette stratégie nationale fait l'objet d'une loi de la République qui suit de façon concrète la vision et la politique du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Voici ses propos. Les premières avancées sont notamment donc la mise en place de cette stratégie nationale qui fait d'ores et déjà l'objet d'une loi de République qui suit de façon concrète la politique et vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Le droit qu'elle apporte aux populations vulnérables feront désormais l'objet d'une considération attentive au niveau du budget de l'État afin de garantir une continuité des services essentiels compris dans ces droits. L'épine dorsale de la concrétisation de ces garanties, à savoir le Programme national de solidarité famille, vient d'être doté de ressources supplémentaires conséquentes grâce à la coopération de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Nous passons de 3 362 ménages bénéficiaires à 12 362 dès le début de l'année 2020, Inch'Allah, soit une couverture de 65% des ménages en situation de pauvreté extrême. L'élargissement du nombre des bénéficiaires s'est accompagné aussi par l'extension des programmes en zone rurale, connue pour l'importance de la pauvreté qui y sévit. Cette extension sera réalisée de concert avec le département chargé de la décentralisation qui joue le rôle primordial de facilitation et d'accompagnement de nos interventions avec les communautés. La décentralisation pour nous constitue le cheval de bataille pour atteindre l'ensemble des populations touchées par ces détresses sociales. Ce contexte dynamique a été considéré à sa juste valeur puisque Djibouti a intégré l'initiative 2030 formée par le groupe des pays ayant adopté un socle national pour une protection sociale universelle selon la recommandation 212 du Bureau international du travail. Le Programme alimentaire mondial était et demeure le mieux placé pour répondre à ce besoin. S'il s'en est souvent acquitté avec professionnalisme, nous sommes ravis de constater que son programme pays de Djibouti pour les années 2020-2024 opère une réorientation de son intervention plus en phase avec les ODD, dont notamment l'ODD 2 qui est zéro faim, et l'objectif prioritaire de notre stratégie, la lutte durable contre l'insécurité alimentaire. En effet, il me semble que le PAM a bien pris la mesure de l'utilité des transferts monétaires en lieu et place de l'assistance alimentaire ponctuelle. À l'Institut des études diplomatiques où s'est tenue une importante réunion de haut niveau et qui a réuni donc le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que les ambassades des pays amis accrédités en République de Djibouti. Et durant cette réunion, plusieurs interventions ont eu lieu, dont celle du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est dit réjoui de voir le groupe des partenaires présents à cette table de réunion et apporter leur contribution à la politique de protection sociale menée par la République de Djibouti. On l'écoute. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'action de notre gouvernement est essentiellement axée sur des objectifs visant à améliorer le quotidien de nos concitoyens, avec le souci permanent
de lutter efficacement contre la précarité et la pauvreté absolue. Les défis auxquels la République de Djibouti est confrontée sont nombreux. Cependant, jour après jour, des progrès significatifs sont réalisés, toujours en parfaite synergie entre la politique sociale de notre gouvernement et en coordination avec le plan stratégique de pays du PAM pour la période 2020-2024. Bien entendu, les actions du gouvernement dans ce secteur sont variées et impliquent de nombreux autres partenaires que je tiens ici à remercier. Toujours est-il que la sécurité alimentaire et la nutrition sont les bases du mieux-être de nos populations, sans oublier les populations flottantes et les réfugiés, qui sont également pris en compte dans ces programmes. Je tiens tout de même à lancer un appel à nos partenaires pour compléter le gap de financement de la stratégie nationale de la protection sociale, SNPS 2018-2022, pour laquelle beaucoup de fonds ont déjà été mobilisés, mais les besoins sont tels et que ce gap aujourd'hui est devenu pressant. Et à l'issue de cette réunion, dans une interview qu'elle a accordée à notre confrère Ali Abdillahi, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mona Ousmane Aden, a indiqué que cette réunion des groupes des partenaires sur la protection sociale consistait en l'adoption d'une loi sur la protection sociale et créant ainsi l'économie sociale et solidaire à Djibouti. Cette loi, a-t-elle précisé, régule le secteur en renforçant les solidarités productives à travers les coopératives et toute autre entité de l'économie sociale et solidaire. L'Assemblée nationale a organisé aujourd'hui une journée dédiée au renforcement des capacités professionnelles pour les femmes parlementaires. Cet atelier interactif a eu lieu donc dans le cadre du projet PRAN financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale de Djibouti. L'atelier a été ouvert par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, en présence de Mme Meg Moon, ancienne ministre et experte de l'UIP, spécialiste des questions de gouvernance et du genre. Le président Hamed a rappelé que l'Assemblée nationale compte désormais 17 femmes parlementaires au sein de l'Assemblée, soit 26% des sièges. Ce pourcentage place Djibouti au-dessus de la moyenne mondiale. Il a également indiqué que pour les voix des femmes parlementaires puissent être entendues, il est nécessaire qu'elles puissent être bien formées à l'exercice de leur mandat. La journée concerne plusieurs activités de travail qui vont permettre aux femmes d'acquérir de nouvelles compétences, des activités sur le travail en circonscription, sur la communication, sur le leadership et sur le contrôle également du gouvernement sont prévus. Tous ces volets seront discutés parmi les participantes qui peuvent profiter de l'expérience et des conseils de Mme Meg Moon. Ce large éventail des connaissances va pouvoir aider les femmes parlementaires à remplir avec sérieux, conviction et efficacité la mission qui leur a été confiée par la population djiboutienne. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont signé vendredi donc un financement de 28 millions de dollars pour les secteurs de l'éducation. Le projet donc pour l'élargissement des possibilités d'apprentissage qui sera mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et financé conjointement par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars, dont 10 millions de crédits concessionnels de l'IDA et 5 millions de dons provenant du guichet pour les réfugiés et leur communauté d'accueil de l'IDA, 9,3 millions de cofinancement du partenariat mondial pour l'éducation et 3,9 millions de financement attendus de la fondation Qatari Education au-dessus de tout. Ce nouveau projet vise à soutenir la vision du gouvernement de Djibouti à transformer son système d'apprentissage et renforcer son capital humain. Cette intervention visera notamment à poser les jalons de l'éducation préscolaire, étendre l'accès et améliorer la rétention des élèves au primaire et au cycle secondaire, renforcer les compétences des enseignants pour optimiser l'apprentissage et enfin consolider les capacités du système éducatif avec l'introduction de nouveaux outils numériques de suivi et de mesure des résultats scolaires.
La préfecture de la région d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le conseil régional de la ville, a entrepris une des importantes opérations de nettoyage de grande envergure des ordures ménagères jonchant un peu partout dans la ville d'Ali Sabié dans la matinée du samedi 19 octobre dernier. Et ce, à l'initiative du nouveau préfet Moussa Aden Migane, qui avait fait savoir lors de sa prise de fonction le 15 septembre dernier de sa ferme volonté de rendre l'environnement urbain de la ville d'Assadjoug beaucoup plus propre. Notant aussi la présence sur place de deux membres du gouvernement originaires de la région, en l'occurrence le ministre du Travail, de la Réforme d'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, et son collègue de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, ainsi que la participation active des parlementaires de la région, Abdou Sikiye, Elmi Mahabé et Roda Ahmed, les organisateurs humanitaires opérant dans les camps des réfugiés comme le HCR, l'ONARS ou LWF. Sans oublier la venue à Askaville des nombreux cadres de l'administration nationale et autres individus issus de cette grande partie du sud-est du pays. Après celle-ci, la création officielle de l'office de la voirie d'Ali Sabié est annoncée solennellement par la préfecture. Et tôt dans la matinée de samedi, officiels, chefs coutumiers, responsables des services déconcentrés de l'État, une dizaine de réfugiés, des fonctionnaires et d'autres anonymes ont été conviés à prendre le petit déjeuner dans la résidence du préfet. Tous ont reçu des t-shirts et des casquettes donc à l'effigie Ali Sabié, ville propre. Ils ont été armés de toute une panoplie de matériel de ramassage des ordures ménagères et ont commencé donc le travail pour rendre l'environnement de la ville d'Ali Sabié plus sain. Écoutons à présent les explications du représentant du HCR à Djibouti et du préfet de la région d'Ali Sabié. Cette journée de campagne, en fait, les agences des Nations Unies, en général, travaillent avec les gouvernements. Et c'est pour cette raison qu'à une occasion comme celle-ci, nous devons être avec la préfecture et travailler ensemble. L'idée, c'était de fédérer tout le monde autour d'un projet. Ce projet s'appelle Ali Sabié, ville propre. Non seulement Ali Sabié, ville propre, mais Ali Sabié, ville verte et le développement à Ali Sabié. Nous remercions les ministres donc, du Travail et de la Santé, sans qui ce travail n'aurait pas pu se faire aujourd'hui. Nous remercions les députés d'Ali Sabié qui étaient présents avec nous, à côté de nous, tout au long de ce processus. Ce n'est pas seulement la préfecture, mais la préfecture ne peut rien faire sans le conseil régional. Et les deux ne peuvent rien faire sans la population d'Ali Sabié. Et à présent, nous allons parler santé, le service de santé des armées, plus particulièrement la direction de la médecine d'unité a abrité ce matin une cérémonie de fin de formation de jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Plus de 20 stagiaires repartis dans les différents centres de formation de santé des armées ont ainsi reçu une formation technique spécialisée dans 3 domaines, notamment l'informatique, aide-soignant et qui a duré 9 mois. Cette clôture de formation qui a duré 9 mois donc est présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. La cérémonie a vu également la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA et un bon nombre d'officiers supérieurs du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Et de son arrivée donc à la direction de la santé des forces armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le directeur central de santé, le colonel-major Ahmed Hassan Boulali.
Et une fois le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim installé à la tribune officielle des officiers, les présidents des commissions de supervision des différents stages ont à tour de rôle pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Les meilleurs stagiaires de chaque discipline ont pu ainsi bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après 9 mois de sacrifice et de courage. Le colonel-major a dans son intervention salué le courage et l'abnégation des jeunes recrues et les a encouragés à donner plus d'eux-mêmes. Il a ensuite remercié le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a honoré de sa présence cette cérémonie hautement symbolique. De la direction de la médecine des unités, en tant que directeur central du service santé des armées, à l'occasion de la cérémonie de clôture des stages de certificats techniques élémentaires, filière informatique, aide-soignant et transmission. Ces différents stages ont été programmés dans le cadre de formation continue pour répondre aux besoins en personnel qualifié au profit de nos forces et pour faire face à l'accroissement et au rajeunissement de son effectif, ainsi qu'aux multiplications de ses missions à l'intérieur comme à l'extérieur. Sans tarder, je laisse la parole au président des commissions d'examen. Commission d'examen du CTE informatique. Le certificat technique élémentaire a sanctionné une formation qui s'est déroulée au CITA. Un examen a eu lieu à l'issue de cette formation au profit de 10 personnels féminins de l'armée de terre, épelés les noms des 3 premières. Deuxième classe, Bahira Omar Dihoud, qui a eu une moyenne de 18,5. Deka Moumin Khayat, 18,6. Et Rahma Rachid Nour, avec une moyenne de 17,43. Commission CT transmission. Absorbement général à l'obtention de certificat technique élémentaire aux missions de stage a duré 9 mois. Premier, Saïd Ahmed Hussein. Deuxième, Kabral Omar Ismail Bouh. Troisième, Yassine Suleiman Abdi. Commission CTE aide-soignant. À vos ordres généraux. Le stage CTE aide-soignant a duré 10 mois. J'appelle les 3 premiers de la promotion. Premier, deuxième classe, Ahmed Hamadou Ali, Riyaté. Deuxième classe, Hamdi Mohamed Hadli, Riyaté. Troisième, Cabral Awale Miguel Fourre, Riyaté. À l'issue des différentes interventions, le haut commandement militaire, notamment les officiers supérieurs, à la tête duquel donc le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ont remis les certificats de fin de formation ainsi que les grades au niveau donc supérieur des éléments bénéficiaires de ces stages. Et enfin, donc, cette cérémonie de fin de formation s'est clôturée par un rafraîchissement offert par le haut commandement militaire. Des cadeaux ont été remis aux heureux bénéficiaires de ces formations. Également, bien sûr, des animations musicales animées donc de la troupe Harbi des forces armées djiboutiennes. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Et
Et enfin, santé pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de sa campagne de lutte antivectorielle, le ministère de la Santé poursuit ses activités de pulvérisation intradomiciliaire au quartier 6 où les agents pulvérisateurs et les mobilisatrices communautaires sont à pied d'œuvre sur le terrain. Plus de 3000 ménages sont concernés au quartier 6 pour lesquels les agents du ministère procèdent à une campagne de porte-à-porte et ce dans le but de généraliser cette nouvelle technique de pulvérisation intradomiciliaire à Djibouti. Les premières impressions recueillies auprès de la population font état d'une satisfaction générale de la part des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de souligner l'efficacité de cette nouvelle technique de lutte antivectorielle. L'introduction de cette nouvelle approche de lutte antivectorielle répond aux directives ministérielles relatives aux actions préventives consistant à apporter des solutions appropriées et efficientes de manière à réduire la prolifération des moustiques et les mouches ainsi que tout autre insecte qui sont vecteurs dans la transmission du paludisme. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Les Canadiens décident aujourd'hui qui formera le prochain gouvernement lors de législatives à l'issue imprévisible. Et quelques 27,4 millions de Canadiens sont appelés à élire leurs 338 députés à l'issue d'une campagne électorale souvent tendue. Si les sondages disent vrai, ils devraient mettre fin à la majorité absolue dont dispose le Premier ministre Justin Trudeau, sortant depuis sa victoire surprise en 2015, car la campagne s'est achevée comme elle a commencé quelques 40 jours plus tôt sur une égalité quasi parfaite dans les intentions de vote entre les deux grands partis qui alternent au pouvoir depuis 1867. Du jamais vu depuis des décennies selon les commentateurs et les derniers sondages placent le parti libéral du centre de Justin Trudeau entre 31 et 34%, les conservateurs de la droite entre 32 et 33%. Selon les projections, ces chiffres ne permettraient à aucun des deux partis de franchir la barre des 170 sièges qui garantit une majorité absolue. Verdict ce soir. Et enfin, au Chili, 7 morts dans des émeutes. Le pays est en guerre, selon le président Piñera. Le gouvernement chilien va étendre l'état d'urgence aux villes du Nord et du Sud, a annoncé hier soir le président Sebastián Piñera, après la mort d'au moins 7 personnes lors d'affrontements violents et d'incendies criminels ce week-end. Le Chili est en guerre. Ce sont les mots employés par le président Sebastián Piñera, dont le pays est secoué depuis 3 jours par des émeutes et des pillages qui ont fait 7 morts, la pire explosion sociale depuis des décennies. Le mouvement de contestation initié par des lycéens et des étudiants a débuté il y a 2 semaines en raison de la hausse du prix du titre de transport. Sebastián Piñera a annoncé que les réseaux de bus et de métro à Santiago fonctionneraient partiellement aujourd'hui ainsi que les hôpitaux, certaines écoles et crèches et a appelé les Chiliens à se regrouper, à aider leurs voisins et à rester en sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable fidélité. Restez avec nous sur Télé Djibouti.